Vous êtes fusillé du regard par Sarah Legrain, Guillaume Roquette. Moi, je ne fusille personne, je suis très pacifiste. Non, mais quand vous demandez si Bayrou a eu de la marge de manœuvre pour taxer les riches, il n'a aucune marge de manœuvre, je vous dis pourquoi. Pas parce que c'est pas possible, c'est tout à fait possible de le faire. Pas parce que l'Assemblée nationale ne le veut pas, parce qu'elle l'a déjà fait et que je rappelle qu'au dernier budget, on a gagné 75 milliards de recettes et que ça a été annulé à coût de 49.3. Pourquoi il ne le peut pas? Parce que non seulement il ne le veut pas, mais Macron ne le veut pas. Macron ne le veut pas et ne le fera pas et ne laissera jamais un Premier ministre le faire. Voilà, quel qu'il soit, de quelque bord qu'il soit. Donc c'est tout à fait possible de le faire, c'est souhaitable. D'ailleurs, c'est ce que souhaite une majorité de Français dont vous n'êtes pas le représentant, monsieur, mais vous ne représentez pas tous les Français. Tous les Français le souhaitent, l'Assemblée nationale le souhaitait et ça a été verrouillé par qui? Par Emmanuel Macron. Donc à un moment, et pourquoi? Parce que le bilan du mandat d'Emmanuel Macron, c'est que les 500 plus grandes fortunes de France ont doublé leur fortune. Est-ce qu'il y a un risque qu'ils partent effectivement? Elles perdraient juste de quand quoi? Le Premier ministre dit ça ne sert à rien, ils vont partir. Si on les matraque comme ça, ils vont partir. Oui, mais c'est la rengaine qu'on entend partout. Il n'y a pas un chiffre. Trouvez-moi une étude, montrez-moi une étude sérieuse qui dit que les riches s'en vont quand on fait des taxations comme ça. Et qui dit que ça. Sur l'ISF, c'est vrai, madame. Et qui dit. Il y a eu des. Mais bien sûr que non. Écoutez, l'inspection des finances a fait un rapport là-dessus et elle a montré que la fiscalité du capital rapportait davantage à l'État quand on avait supprimé l'ISF. Ok. Et il y a un autre rapport qui dit, après la suppression de l'ISF, combien de cette suppression est revenue dans l'économie réelle du pays? Rien du tout. Rien. Parce que l'économie du pays, c'est la consommation populaire. C'est pas les grandes fortunes qui, elles, capitalisent, vont faire des coups en bourse, mais qui ne reviennent pas chez le coiffeur qui est en train de tirer la langue, chez le restaurateur qui est en train de tirer la langue, chez la fleuriste qui tire la langue. On n'est pas sur les mêmes. C'est ça qui fait vivre l'économie. La même nature de dépenses. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des gens qui sont susceptibles d'investir dans l'économie française. Et qui ne le font pas. Et de l'autre côté, vous avez la conscience. Mais si, ils le font globalement. Bien sûr que non. Et d'ailleurs, les cadeaux qui avaient été faits aux grandes entreprises, on a prouvé que ça n'avait créé aucun emploi. Là, le fameux PINS, je ne sais plus comment ça s'appelait, là, le CICE. 1 million d'emplois pour le CICE. Ça, c'était Hollande. Je ne veux pas qu'il y ait de balles perdues, mais c'était Hollande. Pardon, mais on avait eu la preuve que ça ne créait rien comme emploi. Pardon, je ne suis pas là pour défendre Emmanuel Macron, mais le chômage était à 7,5%. C'est un taux historiquement bas pour l'économie française. Les travailleurs n'ont jamais été aussi pauvres en France, monsieur. Non, mais là, vous disiez que ça n'avait pas créé d'emploi. Si, ça a créé d'emploi. C'est simple. Vous prenez les chiffres du chômage, vous retirez des chiffres du chômage toutes les personnes qui font des jobs de 2 heures par semaine qui ne leur permettent pas du tout de vivre, et vous dites, on a fait baisser le chômage. Sauf que derrière, il y a 650 000 pauvres en plus cette année dans le pays. On pense qu'il va déjà y avoir un début de mouvement fiscal, et d'après les gens que je consulte, ils me le confirment, de façon préventive. C'est-à-dire, n'attendons pas que la gauche revienne au pouvoir. Prenons les devants. C'est pour ça que ce genre de mesure est intéressant. C'est une mauvaise nouvelle pour eux, parce que quand on sera au pouvoir, on fera la taxation universelle, ce qui existe aux États-Unis, qui marche très bien, qui fait que quand vous avez des évadés fiscaux, vous allez les chercher, pardonnez-moi l'expression, mais par la peau des fesses, pour qu'ils payent leurs impôts, parce qu'on ne peut pas dire qu'on aime son pays et après, en fait, s'évader fiscalement et ne pas contribuer aux hôpitaux, aux écoles, mais ces gens-là, mais je pense que vous ne comprenez pas quel est l'état d'esprit de ces gens. Ils considèrent que... J'ai du mal à les comprendre. Oui, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'ils ont des regards différents. Ce sont souvent des gens qui se sont constitués un patrimoine au cours de leur vie et qui considèrent que le niveau de fiscalité est confiscatoire et qui ne pourront pas transmettre à leurs enfants, à leurs petits-enfants le fruit de leur travail. Et du coup, ou bien ils baissent le crayon et ils arrêtent de bosser, ou bien effectivement, ils font de l'optimisation. Mais vous pouvez quand même reconnaître que... Non, parce que quand 10% de la population paye 70% de l'impôt sur le revenu, il y a un moment où ces gens-là, ils disent on en a marre. Vous savez ce que ça veut dire. Vous pouvez trouver que c'est choquant. Vous pouvez les mettre dans des goulags, mais ils considèrent qu'ils en ont marre. Voilà. Prenons cet exemple-là. Les 10% sur les qui payent 70%, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un impôt progressif en France. Est-ce que vous êtes contre l'impôt progressif en France? Là, c'est quand même très radical. À ce niveau-là, oui, quand la France est sur deux, ça veut dire qu'il y en a quelques-uns. Ça veut dire qu'il y en a une petite proportion. Madame Legrain, beaucoup. Madame la députée, observez le silence prudent du Rassemblement national. Parce qu'à votre place, pardon.